Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. C'est la dernière vidéo pour pouvoir gagner cette magnifique figurine de Gogeta Blue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire avec votre pseudo Twitter. Merci infiniment à Ninoma qui m'envoie la figurine et qui me permet donc de faire ce concours. Allez checker leur site, les figurines sont magnifiques, il y a beaucoup de licences. Et pour tous les fans d'anime et de manga, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Allez sur ce, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. La vidéo d'aujourd'hui sera assez différente de ce que je vous propose d'habitude. Pas de review d'anime, pas de review de manga, pas de top. En fait, je vais même pas vous parler d'œuvres en particulier. Parfois, quand une vidéo me tient à cœur, je vous le dis, mais je pense que j'ai tendance à le dire un petit peu trop souvent, ce qui a pour conséquence de diluer l'importance que je donne aux vidéos qui me tiennent vraiment à cœur. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est une vidéo qui est très importante pour moi, et je pense aussi que dans une certaine mesure, elle peut être importante pour vous en tant que fan d'animation japonaise. J'aime pas trop ce terme, mais si ma notoriété peut me permettre de faire passer un message au plus grand nombre, alors je dois en profiter. Surtout avec un sujet comme celui d'aujourd'hui. Bon, je vais arrêter d'être mystérieux, je pense que c'est bon, vous l'avez bien compris, c'est une vidéo importante pour moi. Mais qu'est-ce qui peut être si important? Ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est le combo de deux choses. Premièrement, je me suis enfin résolu à regarder l'anime Shirobako, un anime de 24 épisodes qui montre l'envers du décor du monde de l'animation. On peut y voir le quotidien d'un studio d'animation et comment un anime se crée de A à Z. On y voit toutes les galères et la complexité derrière la réalisation d'un anime. Deuxièmement, et c'est sûrement ce qui m'a fait sauter le pas, je suis tombé sur un article du Sakuga Blog qui mettait en lumière les gros problèmes dans l'industrie de l'animation. Conditions de travail extrêmes, animateurs payés au lance-pierre, et une charge de travail tellement énorme qu'elle provoque des problèmes de santé chez certains animateurs, et dans les cas extrêmes, en pousse même certains au suicide. Cependant, dans cette vidéo, on ne va pas se centrer sur les problèmes des animateurs. Oui, certains souffrent beaucoup de leur métier, mais il y a une autre catégorie de personnes dont on ne parle jamais, qui ont porté un rôle décisif dans la création d'un animé, et qui subissent les pires conditions de travail possibles dans les studios d'animation. C'est pas la compétition de celui qui souffre le plus, mais on parle souvent des animateurs et trop peu des assistants de production. Leur nom ne vous dit probablement rien, à part si vous êtes bien renseigné sur le sujet, preuve qu'ils n'ont aucune mise en avant, et pourtant, croyez-moi que leur rôle est sûrement l'un des plus importants, et l'un des plus décisifs dans la création d'un animé. Mais on reviendra à eux plus tard dans la vidéo, j'ai besoin d'abord de vous introduire pas mal de choses avant de vous parler de leur situation. D'ailleurs, si tout ce genre d'appellation vous semble vague, ne vous inquiétez pas, une partie de la vidéo sera consacrée au processus de réalisation d'un animé et je vous expliquerai au passage les rôles de chaque membre de l'équipe qui travaille sur un animé. En bref, cette vidéo va chercher à vous montrer l'envers du décor, comment vos animés favoris sont réalisés et à quel point la situation des assistants de production révèle tous les problèmes de l'industrie de l'animation. Tout au long de la vidéo, je vais suivre l'article du Sakuga Blog, je vous le mets en description, il sera sûrement plus complet que cette vidéo. Je trouve quand même qu'un format vidéo c'est plus sympa qu'un article. De plus, ce dernier est en anglais, donc je saute sur l'occasion pour vous en parler, apporter mon ressenti et pour, je l'espère, vous apprendre pas mal de choses. Je le dis dès maintenant, avant d'aborder tout terme technique, soyez indulgents, je suis pas un expert en animation, je ne baigne pas du tout dans ce milieu. C'est une industrie et un univers qui me fascine. J'ai explosé un putain de moustique. Donc oui, je disais que c'est un univers qui me fascine, mais il se peut que je me trompe, que j'emploie des termes ou des qualificatifs peut-être erronés ou trop généraux. Si jamais ça arrive, je vous invite tout simplement à me corriger en commentaire et à apporter des précisions et des explications. Normalement, vu que je tire rien de mon chapeau et que j'ai fait pas mal de recherches, tout devrait bien aller, ne vous en faites pas. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Bon, pour commencer en douceur, avant d'aborder le cauchemar qu'est la réalisation d'un animé, je pense qu'il est important de replacer le contexte dans lequel on vit par rapport aux animés. Comme l'a dit un grand homme, notre manière de visionner les animés a complètement changé par rapport à il y a 10, 20 ou 30 ans. Allez voir sa vidéo qui en parle, c'est très intéressant, surtout qu'il est un fan de la première heure. Il regardait déjà ses premiers animés en VHS, donc il sait de quoi il parle, et il a beaucoup d'expérience en la matière, en tout cas bien plus que moi. Je vais vous faire la synthèse de ce qu'il raconte dans sa vidéo, car je pense que pour comprendre comment les conditions de travail sont telles qu'elles sont aujourd'hui dans les studios d'animation, il faut comprendre à quel point l'industrie a évolué, et à quel point notre manière d'aborder les animés a changé. À l'époque, une époque que j'ai pas connue, car dans ce temps j'étais encore ici. Être un fan d'animé, ce n'était pas vraiment bien vu ni même à la mode. Les fans se faisaient bien plus rares et donc la demande d'animé était plus faible, surtout en Occident. Avant, être un fan d'animé, c'était avoir vu les classiques, les immanquables. Il y avait comme ça des animés barrières que vous deviez avoir vu avant de pouvoir vous proclamer fan d'animé. De plus, il y a 10-20 ans, le partage via le net était bien plus réduit et il fallait se contenter des animés disponibles. Pas tout était disponible après la sortie au Japon et le choix du visionnage d'un animé se faisait avec les plus grands soins. Peu de choix, mais des classiques, des animés indémodables dont on se rappelle encore aujourd'hui. Cowboy Bebop, FMA, Code
Geass, Death Note, et l'épreuve ultime c'était Evangelion. Tout ça pour dire qu'à l'époque, les fans d'animé étaient un public de niche. Les animés qui sortaient, il fallait peser le pour et le contre avant de les regarder, car c'était pas aussi simple de les visionner qu'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup moins de sorties, et surtout beaucoup moins de sorties saisonnières. Aujourd'hui, être fan d'animé c'est répandu. Vous pouvez en croiser à tous les coins de rue. Surtout chez nous en France où c'est vachement populaire. Les sites de streaming, les conventions, les forums, tout ça a poussé l'industrie à grandir. L'intérêt pour les animés et leur diffusion est arrivé à un stade mondial. Le nombre d'animés a explosé. Aujourd'hui, c'est impossible de tout voir. Il y a des centaines de sorties annuelles et de choix qui s'offrent à nous. Personnellement, je ne trouve pas que c'est mal. Je trouve qu'au contraire, chacun peut trouver l'animé qui lui correspond. Mais dans un sens, ça enlève un charme aux animés. Maintenant, il n'y a plus de grands classiques. Tout est basé sur un système d'animés saisonniers que vous n'aurez jamais le temps de tous visionner. Les animés saisonniers arrivent comme un raz-de-marée à chaque nouvelle saison. Il y a beaucoup d'animés, peut-être même trop d'animés. Autour de moi, j'en vois même certains qui cherchent à voir le maximum d'animés possible, qui suivent quasiment tous les animés de saison et pour prouver que eux, ils sont des vrais fans. C'est la tendance regarder des animés pour regarder des animés. Et oui, la vision du fan d'animé a pu également évoluer de cette manière chez beaucoup de gens. Quand tu as vu moins de 2000 animés, ah bah t'es encore un petit peu un novice. Et ça, c'était inimaginable à l'époque. Et vous vous doutez bien que tous ces animés ne se créent pas seuls. La surconsommation d'animés a forcément eu un gros impact sur les studios d'animation. Cette explosion d'animés saisonniers va nous aider à comprendre pourquoi les créateurs d'animés sont dans une telle situation aujourd'hui. Il y a tellement d'animés à réaliser que la majorité des studios d'animation travaillent sur plusieurs animés en même temps. Alors oui, parfois ça peut aller quand ça tourne autour de 2 ou 3 animés, mais ça peut vite devenir un enfer plus le nombre augmente. Un exemple qui illustre bien ça, c'est la récente polémique sur l'animation et la qualité de One Punch Man saison 2. Le studio d'animation a changé, avant on avait Madhouse qui s'occupait de la première saison et on est passé à JC Staff pour la saison 2. Je pense qu'effectivement, Madhouse est un studio avec des artistes faisant un taf incroyable, mais ce que les gens ne semblent pas comprendre, c'est que la grosse différence entre la première saison et la deuxième saison de One Punch Man n'est pas simplement due au savoir-faire des animateurs. Certes, il y avait une équipe de malades derrière la saison 1, mais le gros problème de JC Staff, c'est leur emploi du temps. Je vais pas mal en reparler sur la partie sur les assistants de production, mais l'emploi du temps d'une équipe d'animation est la plupart du temps infernal. Et le truc c'est que JC Staff travaille sur environ une dizaine d'animés à la fois, ce qui est énorme, et ce qui explique que la qualité ne soit pas toujours au rendez-vous dans la saison 2. Le problème vient surtout d'ici, les mecs sont juste débordés et n'étaient pas prêts à sortir la saison aussi vite. Enfin bref, pour résumer cette partie, nous sommes dans une période de surconsommation d'animés. Les studios d'animation sont souvent débordés et ce n'est pas sans conséquence sur ceux qui y travaillent. Allez, maintenant je tiens à vous faire un rapide rappel sur comment est fait un animé, car déjà ça me passionne et je trouve ça très intéressant pour qu'on puisse cerner au maximum le sujet dont on parle. Je pense que vous commencez à le comprendre, mais la création d'un animé est un gros bordel. L'art de l'animation recèle bien des problèmes. Deadline serré, emploi du temps surchargé, horaire chaotique, et la moindre erreur peut engendrer des heures et des heures de travail perdu. Quand un animé est produit, il faut bien se rendre compte que sortir un épisode n'est vraiment pas évident, et un seul faux pas peut ruiner toute la production. La démarche pour créer un épisode d'animé se fait en de nombreuses étapes qu'on va voir maintenant. La pré-production. Avant même de parler d'animation, de dessin, de photographie ou autre, il vient la phase de pré-production. En gros, c'est ici que le financement et les plannings d'un animé sont faits. Les grosses compagnies de production se chargent de payer les coûts de personnel, elles payent également les studios et les chaînes de télévision. La pré-production, c'est là que naît un animé. Sans toute cette phase de financement et de prévision, impossible de produire ni de diffuser un animé. La création de l'équipe. Le réalisateur, c'est le cerveau de l'animé. C'est lui qui dirige et qui a en quelque sorte tous les pouvoirs. Pour ce qui est du reste de l'équipe, à vrai dire, tout dépend du studio d'animation. On peut quand même noter que dans la majorité des cas, les studios d'animation font un mix entre les artistes indépendants et les artistes qu'ils engagent à temps plein. Commencez à essayer d'imaginer comme ça peut être compliqué de coordonner tout le monde, si certains travaillent à des endroits différents et si certains sont indépendants ou à temps plein. Mais justement, on reparlera de l'organisation de l'équipe quand on parlera des assistants de production qui jouent un grand rôle là-dedans. Les storyboards. Maintenant qu'on a notre équipe, vient la phase de storyboarding, c'est-à-dire dessiner les grandes lignes de l'animé. C'est le réalisateur qui s'en charge et pour les animés à rallonge, il y a même parfois plusieurs réalisateurs qui s'occupent des storyboards. Pour ce qui est des dialogues, même si c'est le réalisateur qui fait le storyboard, c'est une autre personne qui est chargée du script. Idéalement, le storyboard d'un épisode devrait être fini avant que celui-ci aille en production. Mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, pendant que l'épisode est réalisé, le storyboard est encore en cours d'écriture. Et oui, c'est vraiment un gros bordel. La mise en page. L'étape de la mise en page ou layout consiste à assembler tous les éléments d'une frame, autrement dit tous les éléments d'une image. La mission principale du layout director est d'imbriquer les images animées en couleur chaude avec les décors inanimés en couleur froide. Là par exemple, vous voyez que c'est un cas un petit peu particulier car ce sont les nuages qui sont animés et non les personnages. C'est pourquoi ils sont en couleur chaude et les personnages en couleur froide. C'est juste pour vous faire bien comprendre comment ça marche.
marche. Le layout director sera aussi chargé des indications sur les mouvements de la caméra et comment cette dernière devrait bouger. L'animation, sûrement l'étape la plus connue. Une fois la mise en page faite, on passe les images aux animateurs clés, ceux qui sont chargés de faire les images clés, c'est-à-dire les images les plus importantes d'une animation. Une fois fini, chaque scène est vérifiée minutieusement par le réalisateur et le réalisateur de l'épisode. Si tout est bon, la scène est envoyée aux animateurs in-between. Alors j'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais en gros c'est ceux qui sont chargés de créer des images entre les images clés pour pouvoir fluidifier l'animation. Cette étape d'animation in-between est très importante, mais pourtant les animateurs in-between sont ceux dont je vous parlais au début, ceux qui souffrent le plus de salaires bas et d'horaires très lourdes, puisqu'ils doivent travailler sur le maximum d'animation à la fois. La numérisation. Une fois que toute l'animation est terminée, on passe sur ordinateur pour rajouter la couleur et les décors en suivant la mise en page effectuée auparavant. Certaines scènes et certains décors nécessiteront de la CGI, autrement dit de la 3D, et c'est aussi à cette étape que ça se joue. Et pour terminer, on va rajouter tout ce qui est correction d'image, effets spéciaux, etc. La post-production. La dernière étape, et oui, c'est quasiment terminé, cependant il ne faut pas oublier qu'un animé ce n'est pas que de l'animation, c'est aussi du son. C'est ici que le doublage va se faire et que les musiques vont être choisies. Il manque plus que le montage pour assembler le tout, et voilà, vous avez votre épisode. C'était facile, non? Non, évidemment, c'était loin d'être facile. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des problèmes partout, que certaines animations doivent être refaites entièrement, que les storyboards sont jamais finis à temps, et que de toute manière, il y aura des problèmes de délai un petit peu partout. À chaque étape, le réalisateur apporte un jugement et son approbation ou non. Pour réaliser un épisode d'animé, il faut une cohésion parfaite entre beaucoup de personnes. Les animateurs clés, les animateurs in-between, le directeur des layouts, le réalisateur, et dites-vous qu'il y a certaines personnes dont j'ai même pas cité le nom. Tout ce qui est directeur de l'art, le directeur de l'animation, le caractère designer, la liste est encore très longue. Certains ont des contrats au sein du studio, d'autres sont indépendants. Bref, réaliser un seul épisode d'animé demande de mettre en commun le travail d'un nombre incroyable d'artistes. Sans une bonne organisation, ce serait le chaos total. Et justement, c'est là qu'on arrive à ceux qui sont chargés de toute cette merde, ceux qui portent tout ce poids sur leurs épaules, les fameux assistants de production. Bon, avant de parler de leurs problèmes, clarifions bien les choses. Qu'est-ce qu'un assistant de production? Si vous avez du temps et que vous aimez les animés de qualité, je vous conseille Shirobako, où l'on va suivre justement une assistante de production durant la réalisation d'un animé. Si je devais vous résumer le rôle des assistants de production, j'emploierais le même terme que dans l'article du Sakuga Blog. Ce sont les rouages d'un studio d'animation. Imaginez un studio comme une grosse machine. Les assistants de production sont ceux qui permettent la cohésion de chaque pièce, et ce sont ceux qui relient tous les éléments nécessaires à la création d'un épisode d'animé. Ils ne sont pas les pièces principales, ils sont les engrenages qui permettent à ces pièces de concrétiser leur travail. Ils sont donc essentiels dans la réalisation et dans la production d'un animé, mais ce sont des travailleurs de l'ombre. Pire, ils sont parfois même méprisés par leurs collègues comme si leur rôle était inutile, ce qui est totalement faux bien sûr. Ils font souvent office de défouloir, ce qui s'ajoute à leurs conditions de travail déplorables. Bon, concrètement, dans la création d'un épisode d'animé, où est-ce qu'ils interviennent? En théorie, ça paraît assez simple, on attribue aux assistants de production un épisode de l'animé, et ils sont ensuite chargés de s'assurer que tout le matériel requis pour faire l'épisode soit terminé avant une date limite. Et quand je parle de matériel, c'est très varié. Ça passe par les feuilles de mise en page, les animations clés, les animations in-between, les décors, bref, tous les éléments d'un épisode d'animé. Mais ça c'est la théorie, en pratique c'est bien plus compliqué. Déjà, avant même de s'occuper du matériel, il faut justement trouver les personnes pouvant créer ce matériel. Je vous en ai pas mal parlé depuis tout à l'heure, mais les studios fonctionnent très différemment les uns des autres. Mais ce qui revient dans la majorité des cas, c'est qu'ils ont beaucoup du mal à gérer le travail en interne, que ce soit pour l'animation, le doublage ou autre. Rajoutez à ça que c'est un milieu de niche avec assez peu d'artistes, et vous avez là une première grosse galère. Les assistants de production ne vont pas cesser de parcourir physiquement la ville pour coordonner le travail de dizaines d'entreprises et d'innombrables artistes, que ce soit les animateurs, les peintres, les photographes, les doubleurs, etc. etc. En plus de s'occuper de tout ce beau monde, je vous rappelle qu'à chaque étape de la création d'un épisode, il faut vérifier toutes les scènes, l'animation frame par frame, et c'est bien sûr les assistants de production qui ont la responsabilité de tout ça. Ils doivent absolument assurer la qualité de l'épisode dans lequel ils s'occupent. Vous voyez ce genre de dossier? Il y en a des centaines, ils contiennent chacun les frames d'une scène en particulier, et l'assistant de production assigné à l'épisode où il y a cette scène va devoir vérifier chaque dossier, puis les faire passer entre les mains de nombreux membres du studio, qui sont, je le répète, la plupart du temps à des endroits différents. S'il y a une couille quelque part, et inévitablement il y en aura une avec les centaines de scènes et les dizaines de membres à coordonner, c'est les assistants de production qui doivent donner corps et âme pour trouver une solution, et s'assurer que tout rentre dans l'ordre, et bien sûr sans perdre de temps, car il y a des deadlines à respecter. Dès qu'ils en ont terminé avec l'épisode pour lequel ils ont été assignés, ils passent directement au suivant. Ah oui, et le plus drôle c'est que plus on avance dans la diffusion d'un animé, plus on accumule
les retards et le calendrier de production se dégrade d'épisode en épisode. Bon, évidemment, il n'y a pas de quoi rire, déjà que leur tâche n'est pas simple, plus l'anime avance, plus le cauchemar est intense. Le constat est là, ce métier est la définition même de ce qu'on qualifierait de stressant et d'anxiogène. Et quand vous combinez ce genre de métier avec une entreprise qui s'en fout complètement de pousser ses travailleurs jusqu'à leurs limites, au lieu d'essayer de les aider, vous obtenez malheureusement un drame. En 2010, A1 Pictures, c'est le studio derrière SAO par exemple, ont été reconnus coupables du décès d'un de leurs assistants de production, qui s'était suicidé car ses conditions de travail étaient inhumaines. Comme le dit l'article du Sakuga Blog, la personne décédée était étiquetée en tant qu'animatrice, ce qui est non seulement irrespectueux, mais aussi trompeur pour ceux qui voulaient comprendre ce qui s'était passé. Un autre exemple un petit peu moins sombre cette fois-ci, récemment un assistant de production travaillant chez Madhouse, tiens Madhouse, on en parlait justement tout à l'heure avec One Punch Man, a démissionné et a rejoint la Black Company Union, destinée à aider les travailleurs abusés. Et les faits sont là, voici encore une preuve de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Cette personne n'a enregistré pas moins de 393 heures de travail en un mois. C'est juste horrible. Et là normalement vous allez me dire que au moins il a touché énormément d'heures sup. Mais pas du tout. Le studio ne se gêne pas pour exploiter une faille et ne rien payer en plus de son salaire de base. Bon, je pense qu'il est temps d'avancer quelques chiffres. Et les chiffres font froid dans le dos, vous allez voir que les assistants de production sont sans nul doute les plus en détresse dans cette industrie. Le Sakuga Blog a contacté 25 assistants de production pour réaliser le sondage, donc on peut pas être au plus proche de la réalité. Alors le premier point, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Le secteur de l'animation est composé à grande partie d'artistes dont les animateurs qui sont en freelance, c'est-à-dire qui sont indépendants. Peu de studios emploient des animateurs dans leurs locaux et à long terme. On compte environ 75% d'animateurs en freelance. Pour les assistants de production, leur traitement est bien différent. Sur les 25 contactés, seulement un seul était en freelance, près de la moitié était en CDI et l'autre moitié était à temps plein. Et là vous allez me dire, mais en quoi ces chiffres sont importants? On s'en fout un peu, non? Eh bien non, c'est loin d'être anecdotique. Ces chiffres montrent la réelle séparation entre la situation de travail des assistants de production et celle des animateurs par exemple. Les animateurs souffrent la plupart du temps à des problèmes liés à l'indépendance. Et attention, je ne remets pas du tout en cause que la vie des animateurs peut être parfois très difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que si les assistants de production souffrent, c'est uniquement à cause des entreprises et des studios qui les exploitent. C'est essentiel à comprendre, il y a un grand manque de discipline et de considération au sein même de leur studio. Alors après, contrairement aux petits animateurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément de mal à joindre les deux bouts. L'argent n'est pas le souci numéro 1. Le problème, c'est leur charge de travail. Ils font pratiquement tous des heures sup au-delà de leur journée de 9 heures et leurs congés sont plus anecdotiques qu'autre chose. Quand vous êtes assistant de production, peu importe que vous soyez en vacances, de repos, que ce soit férié ou autre, vous devez être disponible si on a besoin de vos services. Un des assistants de production a d'ailleurs témoigné qu'il ne pouvait jamais partir en vacances au cas où on aurait besoin de lui pour un épisode. On peut y voir là une forme de torture mentale à long terme, j'ose même pas m'imaginer à leur place. Il est temps d'en revenir aux heures supplémentaires. Vous vous dites sûrement qu'un tel engagement dans leur travail, ça doit être forcément compensé en salaire. Eh bien non, pas toujours, la tendance est plutôt aux petites magouilles et aux impayés. Ouais, c'est vraiment un milieu impitoyable. 75% des assistants de production contactés pour le sondage révèlent qu'ils ne touchaient pas toujours leurs heures sup, ou soit carrément qu'ils ne les touchaient jamais, sans aucune pression. Un des assistants a témoigné qu'il avait calculé le nombre de yens impayés au cours des 6 derniers mois, et le chiffre s'élève à 1 million de yens, ce qui fait simplement 7500 €. Rien que ça. Bon allez, dans tout ce cauchemar, il y a quand même un petit point positif. Et encore, je dis point positif, mais je pense que c'est le minimum. La grande majorité des assistants de production voient leurs frais de déplacement payés par leur studio. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand votre travail consiste à vous déplacer dans toute une ville pour organiser un travail de groupe géant, heureusement qu'en plus ça n'impacte pas vos revenus. A noter quand même qu'il y avait un couple d'assistants de production qui n'avaient aucun frais de transport payé. Comme quoi, même dans le positif, on arrive quand même à gratter et à trouver du mauvais. Bon, et maintenant le point qui me chagrine sûrement le plus, tout le mépris, l'harcèlement et les agressions émotionnelles ou physiques que ces personnes peuvent subir. Déjà au lycée et au collège, j'ai toujours trouvé que le harcèlement c'était la chose la plus incompréhensible qui existe. Le harcèlement c'est quelque chose qui me désole au plus haut point et que je trouve ultra triste pour celui qui harcèle et pour celui qui est harcelé. Enfin bref, chez les assistants de production c'est une réalité et moi-même j'arrivais pas à y croire quand je lisais l'article. Certains témoignages sont vraiment flippants. On nous décrit des agressions à coups de pied, à coups de poing, certains sont même étranglés. Enfin c'est totalement fou. Un studio utilisait même des cartes de pointage allant jusqu'à 500 heures. 75% des assistants de production interrogés ont été victimes de violences physiques ou psychologiques, qu'elles soient occasionnelles ou régulières. Sérieusement, tout ce stress, cette charge de travail et ce mépris détruisent la vie de ces pauvres gens. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous informer que derrière les masses d'animés qui sortent, eh bien il y a des gens qui voient leur vie être réduite à néant. Et dans les pires situations, des drames se produisent. Cependant, tout n'est pas absolument négatif. Il est tout à fait possible de vivre une vie agréable et normale en tant qu'assistant de production. Il arrive même que certains aient autant de succès que certains réalisateurs, car les artistes reconnaissent leur valeur. Le changement est possible, mais c'est très lent. Les hauts dirigeants des studios mettent un temps fou à agir et à prendre des mesures pour améliorer leur environnement de travail. Et il faut également garder à l'esprit le rythme insane de parution des animés qui est au cœur du problème. Bon, même si ça, je pense qu'on pourra pas retourner en arrière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé. Il n'y a pas vraiment de morale que je veuille faire passer, simplement faire prendre conscience à certains la face cachée des animés et des studios d'animation. Parfois on a la critique facile, c'est vrai que ça fait chier de voir des épisodes
moche et bâclé, mais on oublie trop souvent que tout ça n'est pas fait par des robots et que des dizaines de personnes se démènent jour et nuit pour que les épisodes d'animé sortent en temps et en heure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et également à vous abonner, comme ça vous permettra de rater aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.